rentrer encore plus, disons, dans le vif du sujet quant à la coalition climat, donc tu soulignes d'un côté la nécessité d'un consensus technologique que tu viens d'esquisser, un consensus technologique de la décarbonation qui implique un arbitrage entre ces mesures, sobriété, efficacité, substitution, mais en même temps tu appelles à dépasser le consensualisme environnemental, donc où les alertes sont uniquement cadrées sur la base de la science et présentées comme servant des intérêts universels qui sont donc d'emblée posés comme extérieurs au clivage partisan. Donc, en prolongeant le concept de la tour et de Schultz d'une nouvelle classe écologique, tu décris l'émergence d'un conflit social structuré entre, d'un côté, la coalition climat favorable à la transition et de l'autre, une coalition fossile regroupant le front du refus et les forces du statu quo. Historiquement déjà, l'écologie politique avait proclamé, donc, à l'instar d'André Gortz, un adieu au prolétariat, alors qu'aujourd'hui, notamment le géographe américain Matthew Huber a fait de la classe ouvrière dans les industries électriques le moteur de la décarbonation. Et dès les années 80 déjà, le sociologue marxiste James O'Connor envisageait une composition plurielle du sujet écologiste fondée sur une alliance entre les mouvements sociaux et la classe ouvrière. Donc moi j'aimerais t'interroger sur ce que tu appelles le caractère composite de la coalition climat. Et aussi, un second volet de questions, j'aimerais t'interroger sur la question de la conflictualité sociale propre à la décarbonation, notamment par l'exemple, disons, négatif du succès électoral du président colombien Pedro, par rapport auquel on pourrait émettre l'hypothèse qu'il n'aurait pas forcément été possible sans la vague et la séquence de lutte absolument intense juste avant la pandémie. Donc comment s'articule la coalition climat, la question de l'État et la question de la conflictualité sociale? Euh, je vais essayer de répondre en stylisant un peu les faits pour qu'on prenne des repères, parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas sociologue ou économiste, hein, j'essaie de prendre au sérieux la littérature empirique sur ces questions, puis après, avec un pas de recul théorique, de styliser les faits pour cartographier les enjeux. Donc, quelque sorte, la précondition de tout ça consiste à dire la transition, c'est pas quelque chose à propos de quoi il faut se demander si c'est possible ou pas, elle est en train de se produire. Du changement technologique, du changement social, et elle est en train de se produire en espace contraint avec beaucoup de résistance. On en a déjà parlé. Donc maintenant, et la caractéristique de cette transition, si par là on n'entend pas juste des choix technologiques, hein, mais vraiment un phénomène de transformation structurelle de l'ordre socio-économique et technique, un petit peu comme le passage d'un capitalisme agraire à un capitalisme industriel. Une des caractéristiques intéressantes de cette transition, c'est qu'elle se déploie en même temps sur deux axes, on va dire un axe technologique, ou l'axe des forces productives, et puis un axe social, ou un axe de classe. Les deux en même temps, toujours. Le Fordisme aussi s'est déployé sur ces deux axes en même temps. D'ailleurs, ce qu'on a oublié dans le Fordisme, qu'il y avait ces deux choses-là. Bon, moi, quand je lis la littérature disponible sur la transition, en fait, je ne vois pas de contribution intellectuelle structurée au débat qui pose la question comme ça, qui dit il faut absolument avoir, enfin, il y en a, mais en France, il n'y en a pas. Il faut absolument conjoindre la transition dans son sens technologique et dans son sens socio-économique. D'accord On a des gens qui disent c'est purement et simplement un phénomène distributif, thèse Oxfam, hein, on prend aux riches, on donne aux pauvres et on résout les deux problèmes en même temps. Il y a des gens qui se situent exclusivement ou presque exclusivement dans le débat technologique. C'est par exemple quand vous avez des confrontations entre différents intellectuels ou représentants militants qui disent faut faire que de la sobriété ou faut faire que de la substitution. Là, on est sur l'aspect strictement technologique du débat. En réalité, je pense que le débat distributif et le débat technologique, si on les isole l'un de l'autre, ils ne veulent plus rien dire. Précisément parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est la nécessité de prendre acte, finalement,
enfin je veux dire, oui, euh, de l'érosion complète du Fordisme comme centre de gravité de l'économie politique aujourd'hui. Dans le Fordisme, vous avez quelque chose qui est en même temps un phénomène physique. On construit des voitures qui marchent avec du pétrole, qui génèrent du revenu. Ce revenu est partagé à des foyers de la classe moyenne, qui payent les traites de leurs prêts immobiliers, qui participent à l'échange démocratique, qui donnent la légitimité à l'État. Et cette légitimité est en principe stable, parce que l'est aussi le système industriel et technologique qui le soutient. C'est pour ça que je parle de consensus technologique, y compris pour aujourd'hui. Sans consensus technologique fordiste, productiviste, il n'y a pas de consensus démocratique. Il y a une trajectoire directe entre les énergies fossiles et la démocratisation de la société. Qu'on le veuille ou non. C'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, quand même, Fordisme, il faut entendre. C'est des voitures, ça roule avec de l'essence. Donc ça, c'est fini pour différentes raisons. Les chocs pétroliers, la globalisation, l'automatisation. Et ça ajoute à ça le problème climatique, qui vient en fait planter le dernier clou dans le cercueil du Fordisme, dans ses qualités comme dans ses défauts. Maintenant, ce qu'on n'a pas, quand on parle du climat, c'est de questionnement suffisamment structuré sur les deux niveaux de cette transition. Donc, pour que renaisse une classe moyenne, en fait ce que je veux dire par là, c'est une classe moyenne qui ne succombe pas au fascisme, c'est aussi bête que ça. Je pense que vous avez compris. Il nous faut de l'activité. Il faut en fait quelque chose qui promette de répondre à des aspirations collectives, sur un plan normatif, mais aussi sur un plan matériel. Et ça, c'est pas nécessairement productif, mais c'est quand même nécessairement... C'est pas nécessairement productiviste, mais c'est nécessairement productif. Il y a bien des choses à faire. Et puis, il faut répondre aux conséquences socio-économiques de l'érosion finale de la coalition fossile et la réinvention d'une classe moyenne stable sous forme de coalition climat. Ça, c'est très compliqué, je le décris dans le livre, parce que les premières victimes du changement technologique et même si elles sont timides, premières incursions dans un mode de vie moins dépendant du fossile, en fait, les groupes sociaux qui supportent ça, qui supportent les premières conséquences de ça, ce sont aussi ceux qui ont déjà été les victimes de la désindustrialisation, de l'automatisation, de la globalisation. Ce sont les gens dont les logements sont mal isolés, dont les voitures sont anciennes, qui vivent loin de leur lieu de travail, et qui, pas tous, mais dans beaucoup de cas, qui aussi exercent une activité professionnelle dans des secteurs émetteurs. Typiquement, la classe ouvrière. Donc ça, ce sont les gens pour lesquels la sortie du modèle fossile est une menace. Et ce sont aussi les gens qui, quand on leur pose des questions dans un sondage, disent « Oui, le climat c'est important, l'écologie c'est important », mais qui en même temps, et c'est là que le déclaratif en fait n'a pas grand sens, qui en même temps considèrent que violence leur est faite lorsqu'on essaie de sortir de tout ça, de tout ce qui les fait vivre. Et que violence leur est faite lorsqu'on augmente le niveau de taxation de ces énergies qui représentent une proportion monumentale de leur budget mensuel. Donc ça, c'est le point de départ vraiment fondamental sur l'axe. Donc sur l'axe technologique, le point de départ, c'est qu'il faut un consensus technologique sur des nouvelles infrastructures. Puis sur le plan socio-économique, le point de départ nécessaire, c'est en fait, il n'y a pas de question climatique qui ne se pose de manière sérieuse comme une réponse à cette polarisation-là. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'agenda politique, en tout cas visible en Europe, structuré comme ça. Ça n'existe pas. Il y a peut-être des gens qui pourraient me dire « si, c'est nous », mais bon, voilà. Il n'existe pas d'agenda politique structuré sur la réponse conjointe aux défis technologiques productifs et aux défis socio-économiques. Donc ça a créé un espace pour la philosophie politique. Il y a quand même ça aussi dans la philosophie politique, même si j'ai dit au tout début de notre entretien, moi, ce qui m'intéresse c'est la méthode plus que la critique, mais quand même au bout du compte, il y a de la pensée critique. C'est donc
prendre au sérieux un processus de transformation structurelle de l'économie politique qui met en suspens à la fois son fondement technologique et sa structure de classe. Ça, voilà, ça c'est pour comment dire, établir le terrain sur lequel se déploie la réflexion de ce livre. Et dans un second temps, si on veut prendre les choses de manière plus dynamique, c'est la question du Fordisme. Hein, le potentiel de démocratisation du Fordisme, aujourd'hui, on le sait bien, s'est évaporé, d'où le succès de différentes variantes, hein, des mouvements réactionnaires, ou on peut les appeler fascistes ou autres, qui ont quand même, même s'ils sont très différents selon les pays, ont pour caractéristique commune de lutter contre toute forme d'action climatique. C'est évidemment pas un hasard, parce que c'est la volonté de maintenir d'un statu quo technologique et social obsolète. Mais autant, je pense qu'il est assez facile de voir ce qui ne marche plus, autant il est beaucoup plus difficile d'imaginer ce qui pourrait marcher. Et alors là, je ne considère pas, comment dire, que je dispose de la solution au problème, mais au moins, si on peut en avoir une cartographie synthétique, claire et solide, hein, sur ses fondements empiriques, je pense qu'on peut... En fait, mon camarade postdoc avec qui je travaille par ailleurs m'avait dit une fois, en plaisantant, ce qu'il faut, c'est le thatcherisme climatique. TINA, there is no alternative. En fait, on ne peut pas faire autrement que nouveau consensus technologique, nouveau consensus social fondé sur la coalition climat, effectivement un big green state qui prend en charge la direction consciente des choix d'investissement, des choix de recherche, etc. En fait, peut-être n'avons-nous pas encore la force politique qui permet de le concrétiser, mais en bonne logique, toutes les autres possibilités sont murées, quoi. Il n'y a que là qu'on peut aller. Et ce qui reste à faire, et qui ne relève pas du travail d'un philosophe, il faut quand même bien le dire, c'est la conscience de soi d'un groupe social, qui soit minoritaire ou majoritaire, qui dit « Ok, c'est là qu'on va. Et on va forcer l'État à le faire, ou des États à le faire. »